messieurs, c'est une tournée dans la presse internationale avec Ashraf Massoud. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Manchette où on va passer en revue les grands titres publiés aujourd'hui dans les journaux locaux et internationaux. Nous commençons avec le quotidien égyptien El Ahram Hebdo qui titre mondial U18 de handball. L'Égypte se qualifie pour les demi-finales, une première pour une sélection arabe et africaine. Les jeunes égyptiennes deviennent la première sélection arabe et africaine à atteindre les demi-finales de la compétition, ainsi que la première sélection nationale féminine égyptienne à accéder au dernier carré d'un championnat du monde dans un sport collectif, toutes catégories d'âge confondues. L'équipe d'Égypte féminine des moins de 18 ans s'est qualifiée hier pour les demi-finales du championnat du monde U18 de handball organisé en Roumanie en battant la Chine 30-29. À cette occasion, le président Abdel Fattah al-Sisi lui-même a salué l'équipe nationale féminine, remerciant leurs efforts dans cette compétition dans un communiqué sur sa page officielle. Une victoire d'une première finale mondiale. La sélection égyptienne s'impose comme l'une des révélations du tournoi. Et pour analyser nos nouvelles, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Dina El-Kourdi. Vous êtes professeur à l'université d'Alexandrie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je sais que les femmes ne sont pas très intéressées par le handball, mais actuellement, il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par le football grâce à Mohamed Salah et la sélection égyptienne, et aujourd'hui par le handball avec les réalisations soit masculines, soit féminines. Alors, que pensez-vous de cette réalisation de la part de la sélection égyptienne, moins 18 des femmes ou des filles? Alors, en fait, ça c'est, nous pouvons voir cette compétition historique. Le résultat vraiment, en fait, de cette compétition-là, c'est historique pour le sport féminin égyptien, parce que cela montre que les jeunes sportives égyptiennes peuvent rivaliser avec les grandes nations du handball mondial. Nous avons vu bien sûr la progression qui était vraiment significative de cette équipe-là tout au long de la compétition. Et voilà donc maintenant le sport féminin égyptien se trouve maintenant au niveau international. Ouais. Et voilà, ça c'est très très important. Ça donne une bonne image vraiment de l'Égypte. C'est très bien sûr pour la nouvelle génération de sportifs. Donne une nouvelle image de la jeunesse égyptienne et aussi la capacité des femmes égyptiennes à rivaliser au niveau international. Donc vraiment, c'est très très intéressant ça. Oui, c'est vrai. Jusqu'au point que même le chef de l'État a envoyé un message pour ces jeunes filles, les encourageant et les remerciant. Bon, je vais passer au journal français Le Figaro qui titre « Contournant les États-Unis, l'Iran négocie la réouverture du détroit d'Ormuz avec Oman. La guerre déclenchée contre l'Iran est sur le point de s'achever par un accord entérinant son droit de regard sur la navigation dans le Golfe. Les négociations en cours entre l'Iran et le sultanat d'Oman sur le partage du détroit d'Ormuz et sa réouverture au trafic maritime étaient présentées hier par les Iraniens comme étant proches d'aboutir. Alors, que pensez-vous? Est-ce que c'est proche d'aboutir? En fait, concernant ce problème-là, en fait, de ce détroit-là, d'Ormuz, je vois que l'Iran maintenant, avec l'Oman, veulent tous les deux être les riverains du détroit d'Ormuz. Oui.
Et parce que en fait, l'Oman, ou bien l'Oman, depuis longtemps, essaye vraiment d'entretenir une politique de neutralité, comme vous voyez, de médiation au Moyen-Orient, et n'est pas vraiment impliqué dans tout ce qui se passe. Mais récemment, étant donné que la position géographique du pays se trouve, par exemple, avec l'Iran, donc les deux vraiment sont les deux riverains de ce détroit-là. C'est pour cela que nous voyons que il y aura comme une, disons, solidarité quand même entre les deux pays pour ce détroit-là. C'est-à-dire, l'Iran veut passer un message, disons, que cette question-là de ce détroit-là peut être, par exemple, traitée par les deux pays qui sont concernés, dont la position géographique donne sur ce détroit-là. Et maintenant, Washington n'est pas vraiment l'interlocuteur principal pour parler, par exemple, de ce détroit-là avec l'Iran. Voilà, ça c'est la situation comme je la vois. Oui, c'est vrai, c'est très logique en plus, mais ma question c'est pourquoi l'Iran, après tout ce qui se passe, a accepté de renoncer aux taxes qui sont évaluées de 5 à 7% qu'il souhaitait initialement imposer sur les cargaisons. Pardon, la voix n'est pas claire. Pourquoi l'Iran a accepté de renoncer aux taxes de 5 à 7% sur les navires traversant le détroit d'Ormuz, à votre avis, bien sûr? Je pense que l'Iran vraiment veut jouer un rôle comme ça, comme un levier stratégique. Par exemple, le pays veut rétablir progressivement le trafic, veut conserver par exemple une capacité, disons, de contrôle, et veut transformer par exemple aussi ce détroit-là en monnaie d'échange diplomatique. Comme l'a dit Téhéran avant cela, que le pays ne peut pas contribuer à stabiliser le marché énergétique mondial, mais cela exige bien sûr un prix politique et économique. Donc c'est pour cela que maintenant l'Iran veut être en relation toujours avec Oman pour réaliser en fait ses profits ou bien ses intérêts. Oui. Bon, je vais passer à une autre nouvelle publiée sur le journal Le Figaro. Yémen, 38 soldats ont été tués dans des attaques des rebelles Houthis. Au moins 38 membres des forces gouvernementales yéménites ont été tués hier dans des attaques de drones et de missiles menées par les rebelles Houthis. Selon un responsable militaire, ces attaques ont visé un camp militaire dans la province de Marib, dans le centre du pays, ainsi que d'autres dans la province de Hadramout, près de la frontière avec l'Arabie saoudite. Outre les 38 soldats tués, 29 autres ont été blessés. À votre avis, quelle est la raison avancée par les Houthis pour justifier cette attaque? En fait, les deux camps militaires qui ont été attaqués à Marib et Hadramout, en fait, ce sont deux territoires qui sont vraiment très stratégiques pour le Yémen. Parce que dans ces deux camps-là, nous pouvons trouver des ressources énergétiques importantes, des infrastructures pétrolières et gazières, une position géographique aussi stratégique. Et donc ces deux camps-là, ou bien ces deux villes-là, sont vraiment très très importants. Je vois que en fait, comme nous le voyons, que les Houthis sont toujours soutenus par Téhéran ou bien l'Iran. Et raison pour laquelle maintenant que peut-être que c'est vraiment la réalité que l'Iran a poussé vraiment les Houthis à faire une telle attaque pour dire que nous sommes là toujours. Et parce que vraiment les Houthis cherchent aussi à préserver leur position dominante, à empêcher par exemple les adversaires de renforcer leur capacité dans l'est du pays, ainsi de suite. Voilà, les Houthis ont récemment vraiment revendiqué des attaques contre des navires vraiment pétroliers saoudiens en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ça c'était récemment, ça s'était fait. C'est que c'est vraiment très stable entre l'Iran et entre aussi l'Arabie saoudite. Et à votre avis, quelle serait la riposte
du ministère de la Défense du gouvernement yéménite? Pardon? Est-ce qu'il y aura une riposte de la part du gouvernement yéménite? Il y aura une riposte. Je ne sais pas si vraiment le gouvernement du Yémen peut faire quelque chose, mais je pense que il y aura une escalade, bien sûr, dans la Moyen-Orient. Je pense entre l'Iran et entre aussi l'Arabie Saoudite, peut-être que ça va vraiment s'aggraver la situation un peu, parce que bien sûr il y aura des conséquences pour la navigation commerciale, les prix de transport, les chaînes logistiques. Je parle de la situation en entier dans le Moyen-Orient. Et par la suite, ça va bien sûr impacter sur l'Égypte, bien sûr, étant donné que bien sûr n'importe quel problème dans la mer Rouge va bien sûr impacter sur la sécurité dans la mer Rouge pour l'Égypte. Donc par la suite, il y aura un problème concernant les coûts de transport et aussi les prix de carburant et tout cela. Ça peut aussi réduire le trafic par la suite sur le canal de Suez. Donc je pense qu'il doit y avoir vraiment, disons, des négociations pour le moment pour que la situation ne s'aggrave pas dans le pays du Moyen-Orient. Donc je pense que le gouvernement vraiment du Yémen doit jouer un rôle pour ne pas vraiment escalader la situation. Très bien, je passe sur le journal L'Orient du jour. L'Orient le jour, 8 pays arabes et musulmans condamnent les violations israéliennes à Gaza où un Palestinien a été tué ces dernières 24 heures. Le ministre des Affaires étrangères de Turquie, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Qatar, d'Égypte, du Pakistan, d'Indonésie et de Jordanie ont exprimé leur condamnation et dénonciation les plus fermes des violations israéliennes en cours dans la bande de Gaza. Quel est, à votre avis, le contexte politique et militaire de la déclaration de condamnation arabe? Alors, comme vous l'avez mentionné, les 8 pays qui sont représentés en fait et qui ont déclaré cette nouvelle-là. Donc, nous avons par exemple en premier lieu l'Égypte, c'est un acteur central de la médiation. Bien sûr, c'est un pays frontalier de Gaza. Nous avons le Qatar, qui est un pays qui joue le rôle de médiateur dans les négociations. Et après cela, nous avons l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes ont vraiment un poids diplomatique et économique. Et nous avons la Jordanie aussi, qui est vraiment concernée par la question palestinienne. Et la Turquie aussi, et le Pakistan, qui vraiment joue un rôle de puissance vraiment musulmane importante hors du monde arabe. Alors, donc, tous ces pays-là, comme nous voyons, ont une valeur politique, ou bien leur condamnation diplomatique vraiment a une valeur diplomatique. Mais ce que nous voyons maintenant, que toujours ces pays-là expriment leur point de vue, mais par la suite, nous voyons que, et nous parlons bien sûr du cessez-le-feu, et par exemple respecter le cessez-le-feu, et on peut obtenir des garanties et faire des pressions, mais toujours il y a Israël qui viole ou bien qui condamne tout accord, et on recommence à partir de zéro toujours. Donc vraiment le problème doit être réglé. Donc tous ces pays-là doivent exercer une certaine pression sur Israël. Je ne sais pas comment, mais vraiment nous devons vraiment arrêter toute violation de n'importe quel accord de la paix d'Israël, parce que vraiment ce sont les citoyens, les pauvres citoyens palestiniens qui sont vraiment les victimes de n'importe quelle violation. Oui. Est-ce qu'il y a une demande concrète de la part de ces pays arabes et musulmans à la communauté internationale? Toujours, il y a une demande de la part de ces pays arabes, de la part de problème. Vraiment, on se voit, on se parle, et après cela, on peut par exemple signer des accords, mais rien ne se fait sur le terrain. Vraiment, les pays arabes et musulmans veulent le cessez-le-feu, la protection des civils, la reconstruction de Gaza. Les Palestiniens veulent également une perspective politique, veulent vraiment préserver leurs droits nationaux, tout cela. Mais quand même, nous avons l'autre partie, en fait, qui ne respecte pas ça. Oui.
Je vous remercie beaucoup, Dr Dina Ok. El-Kurdi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie, pour ces explications et ces analyses pour les manchettes des journaux, soit locaux et internationaux. C'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une très très bonne journée et de retour à Yara Choucha et Maria Mazedine pour la suite de Bonjour l'Égypte.